Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire qui s'inscrit dans une série de 4 webinaires destinés à vous présenter l'agroforesterie dans les Hauts-de-France. Ces webinaires sont réalisés par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France dans le cadre du projet Transagroforest qui vise à mettre en lumière des systèmes agroforestiers dans les Hauts-de-France et en Wallonie également. Dans les premiers webinaires, on vous a présenté le témoignage d'agriculteurs. Pour cette ferme-ci, on n'a pas pu se procurer le témoignage d'agriculteurs, mais on a quelques prises de vue en drone. On commence à les visionner tout de suite. Quelques images vues du ciel de la société Gauthier, avec cette première parcelle en betterave. On voit bien les alignements de feuilles précieux. Sur cette exploitation, on a à peu près 3 km d'alignement de feuilles précieux, avec une composition orientée vers les noyers hybrides et noirs d'Amérique, des érables planes et sycomores, du pommier commun, du merisier, cornouiller sanguin et de l'orme. Donc en tout sur l'exploitation, on a 22 hectares en agroforesterie sur les 230 hectares de la SAU totale de l'exploitation. Seconde parcelle en agroforesterie avec ici de l'épeautre. La surface agricole utile de la société Gauthier, elle est orientée vers les grandes cultures. Donc on a du blé tendre sur 43% de la surface, de la betterave sucrière, du colza d'hiver, de l'orge d'hiver, mais également de l'orge de printemps. Et ensuite, on a à peu près 4% de la surface qui est allouée à des talus, des bancs de tampons, du maïs grain et des prairies, mais ça c'est pour un autre agriculteur. Voilà pour ces quelques prises de vue de l'EARL Société Gauthier à Lehaucourt dans l'Aisne. La plantation, enfin si on veut revenir d'abord sur la ferme, sur les éléments fermoscopiques, on est ici dans un système grande culture, en agriculture conventionnelle, avec une surface agricole utile de 230 hectares et 22 hectares d'agroforesterie sur cette ferme. Au total, on a à peu près 3 km d'alignement d'arbres intraparcellaires qui ont été implantés très récemment puisque c'était en 2017. Les compositions, elles sont orientées vers la production de bois d'œuvre, on l'a vu dans la vidéo, et on remet ici l'assolement. La plantation des alignements d'arbres, sur cette exploitation, ça s'inscrit vraiment dans une réflexion d'aménagement du parcellaire, avec également la création de talus, de bandes enherbées. Les arbres, ils ont été choisis pour la production de bois d'œuvre pour les générations à venir, mais aussi pour la création de paysages. Et en plus de ça, outre le débouché des arbres, les arbres ils jouent un rôle dans la résilience du système en général. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les fonctions de la haie. Voilà, donc on a la résilience du système, création de paysages et la production de bois d'œuvre, entre autres. Il y a d'autres fonctions de l'agroforesterie qu'on a déjà vues dans d'autres webinaires et qu'on verra aussi par la suite. Avoir un système plus endurant grâce aux arbres. Alors, ça passe par cette figure-là. Sur cette figure, on a quoi? On a 2 graphiques et 3 courbes. Le premier graphique pour le blé précoce, le second graphique pour le blé tardif. Chacune des courbes ici représente un système de culture différent. En noir, on a le système en culture pure. En bleu, de l'agroforesterie avec des noyers à débourrement tardif. Et en rouge, de l'agroforesterie avec des noyers précoces cette fois. Ce qu'il faut voir sur cette figure, surtout, c'est que une fois que les arbres sont assez grands, donc c'est autour de la 10e année, on voit que les rendements entre la culture pure en noir et l'agroforesterie se détachent. On a une diminution du rendement en agroforesterie, certes, d'après ce qu'on voit sur les graphiques, mais on a beaucoup moins de variabilité entre les années, grâce à la présence d'arbres. Les arbres participent à la création d'un microclimat, notamment avec l'effet brise-vent, avec la réflexion du rayonnement solaire. Et ces éléments contribuent à diminuer la variabilité d'une année sur l'autre.
Dans les parcelles agroforestières, la diminution du rendement, elle est compensée en fait par la baisse de variabilité annuelle. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle à la plurispécificité des cultures. On a la culture intercalaire au final qui est entre les arbres, qui est moins sujette aux aléas climatiques que si elle n'était seule. Voilà une des fonctions des alignements d'arbres sur l'exploitation. Les arbres, bien que petits actuellement, puisqu'ils ont été implantés en 2017, ils participent et ils vont participer à la création du paysage. C'est la deuxième fonction qu'on a voulu présenter ici, la création de paysages. Partout en France, l'agriculture façonne les territoires. Et dans les campagnes, actuellement, on a moins d'agriculteurs qu'il y a 50 ans et on a des nouveaux habitants qui arrivent avec une demande sociale qui est forte en faveur de la protection de l'environnement. Et ça se traduit notamment par un regain d'intérêt dans les paysages agricoles. Et les arbres, ils sont quelque part le témoignage matériel de sociétés paysannes qui sont aujourd'hui disparues et ils sont également, surtout, assimilés à des paysages naturels. Et ça, c'est dû notamment au fait que les arbres vont perdre leurs feuilles et ensuite elles repoussent au printemps. Et c'est ce cycle végétatif saisonnier qui fait que les arbres sont inscrits comme des paysages naturels. L'implantation de haies ou de bocages, d'arbres isolés ou ici d'alignement d'arbres, c'est encore un autre cas, ça contribue à valoriser l'image de l'exploitation aux yeux du public. Mais ça constitue en plus un cadre de vie qui est agréable pour l'agriculteur. Un cadre de vie et de travail, puisqu'à fortiori, les deux sont liés. Voilà. Et on parlait juste avant de la production de bois d'œuvre sur l'exploitation, on va aussi en parler juste après. Mais en fait, la création de paysages en elle-même, ça reste un débouché en soi, parce qu'on consomme des paysages comme on consomme aussi du bois pour se chauffer. Et ça peut permettre aussi de développer, pourquoi pas, l'agritourisme. Contrairement aux autres débouchés de l'agroforesterie, comme le bois d'œuvre par exemple, il est beaucoup plus difficile en fait de quantifier les bénéfices qui sont liés à la création de paysages, mais tout de même, l'agroforesterie, elle construit un paysage qui est vraiment spécifique. On passe maintenant à la production de bois d'œuvre. C'est une des fonctions qui était voulue par les exploitants et tous les arbres ici, les alignements sont orientés pour la production du bois d'œuvre. Sur les autres fermes qu'on avait présentées dans les 2 webinaires précédents, on était plus sur du bois plaquette, du bois déchiqueté, un peu de bois d'œuvre aussi pour le dernier webinaire. Et ici, on est uniquement sur du bois d'œuvre, avec des alignements de feuillus précieux, le noyer noir d'Amérique, le noyer hybride, de l'orme, du merisier. C'est des bois qui sont très bien valorisés, sous réserve d'attendre quelques décennies. Donc là, ce sera sans doute, c'est sûr, sans doute leurs enfants qui récolteront les fruits de leur plantation. Et en fait, c'est une production de bois d'œuvre, certes, mais c'est aussi la création d'un patrimoine que les exploitants vont léguer à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants. Pour produire du bois d'œuvre, on a plusieurs étapes. D'abord la plantation, mais on a aussi l'entretien qui doit faire en sorte que le fût soit bien formé, qu'on ait un arbre qui ait le moins d'imperfections possible pour que le bois soit le mieux valorisé. Donc l'entretien, ça passe les premières années par une taille de formation qui vise à supprimer en fait les branches qui gênent la formation d'un axe bien vertical, pour éviter aussi les fourches et les fortes branches qui sont redressées et aussi éviter les grosses branches. Donc ça, c'est pour la taille de formation les premières années. Et ensuite, on a une taille qui est plus une taille d'élagage et là qui vise à éliminer les branches qui sont basses et pour augmenter la proportion de bois qui est sans nœud. Après cet entretien-là, on aura une récolte. Pour le merisier, c'est souvent à partir de 45 ans. Le noyer hybride, c'est sous 40 à 60 ans. Et l'érable, pareil, sous 40 à 60 ans. Après cette récolte, on va chercher à valoriser le bois. Et donc là, sur la diapo, vous avez quelques prix par mètre cube de bois produit.
sachant que le mètre cube d'une grume se calcule avec la formule que j'ai ajoutée ici sur la droite. Donc là, pour les fans de mathématiques, c'est pour vous. Vous pouvez calculer le volume d'une grume d'arbre et avoir potentiellement un rendement en euros. Ensuite, à savoir également que les arbres sont vendus sur pied après en avoir estimé le cubage, d'où l'utilité de calculer le volume. On peut juste prendre un exemple d'un noyer hybride avec une grume, par exemple, de 5 mètres de long et d'1 mètre de diamètre. Donc, si ça fait 5 mètres de long, 1 mètre de diamètre, on a à peu près, en utilisant la magnifique formule qui est sur la droite, 5,5 mètres cubes de bois. Disons qu'on prend le prix moyen du noyer hybride, qui est compris entre 300 et 1000 euros le mètre cube. On prend 650 euros. Avec 5,5 mètres cubes de bois à 650 euros le mètre cube, on obtient une valeur de 3575 euros la grume de noyer. Donc ça, c'est pour un arbre. Plus éventuellement les branches de l'arbre qui peuvent être valorisées en bûche ou en bois plaquette, comme dans les autres exploitations qu'on a vues avant. Voilà, donc sur ce type d'agroforesterie-là, les récoltes se font sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues et il faut accepter d'attendre plus longtemps, mais d'avoir des plus gros revenus à long terme. Les haies sur cette exploitation ont été choisies pour leur fonction, pour leurs atouts, mais on pourrait aussi parler des contraintes qui sont liées aux alignements d'arbres. On peut d'abord parler du statut de fermage, ensuite on parlera de la compétition pour les ressources et enfin on parlera de la prolifération des adventices. Pour les terres en fermage, on a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter, comme est-ce que c'est le bailleur, est-ce que c'est l'agriculteur qui veut planter des arbres. Ici, les exploitants, ils étaient en fermage sur 2 tiers de l'exploitation et ils ont choisi de planter sur des terres où ils étaient propriétaires. Mais ils auraient pu aussi planter sur des terres où ils étaient en fermage, puisqu'ils ont à peu près 2 tiers, comme je le disais, de l'exploitation qui est en fermage. C'est le cas de figure qu'on va prendre ici. On s'intéresse uniquement à ce cas de figure-là, c'est celui où l'agriculteur souhaite planter pendant le bail. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous êtes sur des terres en fermage, que vous souhaitez planter, il vous faut obligatoirement l'accord du bailleur. Le prix du fermage, dans ce cas-là, il n'a pas vocation à évoluer et il reste inchangé. Parce que la plantation, ça procède d'un choix d'exploitation de l'agriculteur et il ne peut pas accepter d'en faire supporter les éventuels manques à gagner à son bailleur. Ensuite, on a 2 cas de figure. Soit le bailleur et le preneur ils sont d'accord parce que le bailleur il y voit une amélioration potentielle des fonds. Dans ce cas-là, l'autorisation de planter ouvre la possibilité d'une indemnité au preneur et voilà, la plantation peut s'exécuter. Si le bailleur n'est pas d'accord, qu'il n'y voit pas d'intérêt, dans ce cas-là, le locataire, donc l'agriculteur, doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède l'opération, une lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit décrire les opérations qu'il souhaite entreprendre, les travaux qu'il souhaite réaliser sur les terres. Et le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation des terres, il peut saisir le tribunal paritaire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de l'agriculteur. Voilà, donc en fonction en fait du projet et de la volonté des parties, du bailleur ou de l'agriculteur, on pourra privilégier une procédure ou l'autre. Voilà, c'est une des contraintes potentielles si les terres sont en fermage. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au sein des terres, par exemple entre la culture et l'arbre? On parle de la compétition pour les ressources. Dans des sols profonds, les racines des arbres agroforestiers, ils ont tendance à aller plus en profondeur que des arbres qui sont en forêt, grâce notamment à la concurrence des cultures d'hiver et au cernage mécanique. Le cernage mécanique, c'est ce qu'on voit sur cette photo ici, avec 2 dents de sous-solage.
on vient passer cet engin le long des lignes d'arbres et on vient donner la priorité aux racines profondes de l'arbre en coupant au final les racines qui sont dans les horizons plus superficiels. De ce fait, comme les racines des arbres et les racines des cultures n'ont pas accès au même horizon, on diminue la compétition pour les ressources. C'est surtout valable dans des sols qui sont profonds. La culture et les arbres, pour les nutriments, ils ne sont pas forcément en compétition. Ici, on est même sur une logique de facilitation. Ça veut dire qu'on va augmenter la ressource à partager. Comment ça se passe? L'arbre agit comme une pompe à nutriments. Donc les racines qui sont très profondes vont venir altérer la roche-mère. En altérant la roche-mère, l'arbre va débloquer des nutriments auxquels la culture n'a pas accès. Ces nutriments remontent par la sève, vont dans les feuilles de l'arbre. À l'automne, les feuilles tombent sur le sol et dans ce cas, les nutriments sont restitués aux cultures. Voilà pourquoi on parle de facilitation et non pas de compétition ici, parce qu'au final, il n'y a pas de compétition puisque les nutriments qui étaient disponibles pour l'arbre au départ ne l'étaient pas pour les cultures et c'est l'arbre qui va rendre disponible en étant une pompe à nutriments pour les cultures. Et comme on le voit sur cette photo ici à gauche, les racines des arbres passent sous la culture grâce au cernage mécanique et aux cultures d'hiver qui viennent entraîner les racines à descendre. Tout ça, ça constitue un filet racinaire. Et ça va venir récupérer des nutriments que les cultures n'auraient pas absorbés, pareil pour l'eau. Voilà pour cette partie compétition pour les ressources. On peut parler maintenant de la prolifération des adventices. Sur les deux fermes précédentes, les deux webinaires précédents ont montré qu'il y avait une flore adventice qui était plus diversifiée mais moins abondante. C'est une étude qui a été faite sur ces deux fermes et qui montre pourquoi on a finalement moins d'adventices mais qu'ils sont plus diversifiés. Il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi ils sont plus diversifiés? Parce que déjà au pied des haies, au pied des alignements d'arbres, on a une bande enherbée qui favorise en fait la biodiversité de la faune, mais aussi la biodiversité de la flore. Et de ce fait, on a aussi des plantes qui étaient présentes dans cette bande enherbée qui peuvent s'étaler un peu vers les allées des cultures. La raison pour laquelle elles sont moins abondantes, c'est aussi parce qu'on a plus de matière organique grâce aux arbres, donc les cultures ont tendance à mieux croître et elles viennent étouffer les adventices plus vite. Et on a aussi les arbres qui apportent un peu d'ombre, et ça peut avoir un effet aussi suppresseur d'adventices. Pour lutter contre ces adventices-là, on peut utiliser la lutte chimique, mais on peut aussi venir faucher la bande enherbée après les moissons pour limiter la présence des chardons, par exemple. On peut aussi jouer sur la taille de la bande enherbée. Quand on a une bande enherbée qui est suffisamment large et bien entretenue, la prolifération des adventices, elle peut être évitée en bio comme en conventionnel d'ailleurs. Voilà pour cette partie contrainte. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, l'agroforesterie, elle soulève des interrogations en grande culture. Mais au final, l'agroforesterie en grande culture, c'est possible. Bien sûr qu'il y a des motivations, des réticences à changer son système d'exploitation, mais on a vu qu'il y avait des fonctions, que les arbres avaient vraiment des fonctions pour les cultures et que c'était aussi une manière de diversifier ses sources de revenus avec la production de bois d'offres qui engendre des revenus qui sont assez importants, mais sur le long terme. Ça permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça permet de créer du paysage et aussi de créer un patrimoine pour ses enfants. La haie, on n'en a pas parlé ici, mais elle participe également à la biodiversité. Quand je parle de la haie, je mets les alignements d'arbres là-dedans. Et ça peut aussi permettre de développer, pourquoi pas, une activité de chasse sur l'exploitation. Il y a d'autres fonctions à faire valoir. Voilà pour cette courte présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des envies d'agroforesterie, n'hésitez pas à contacter les experts qui sont ici sur la diapo. Vous avez Régis Vartel pour la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France. Vous avez Amélie Pot-de-Cerf pour la Chambre d'agriculture de l'Oise. Alice Dufossé pour la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site transagroforest.eu. À présent, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser directement sur le chat du webinaire. Donc n'hésitez pas à profiter de ce moment. On lance une partie questions-réponses. Bien, bonjour à tous. Donc Régis Vartet de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Justine, tu me confirmes que le son passe? Je t'entends. Ouais, c'est bon. Ok, donc merci à tous d'avoir effectivement suivi ce troisième webinaire sur l'agroforesterie. Donc les règles du jeu, hein, on a un temps imparti hein, qui est d'une quarantaine de minutes hein, au total. Donc on va probablement être coupé un peu après 11h30, 11h35 probablement. Donc je vais essayer de répondre au maximum aux questions. Justine va vous remettre dans le chat le contact d'un des différents collègues effectivement donc sur l'Oise, le Nord-Pas-de-Calais et puis les Hauts-de-France. Mais vous avez aussi des collègues donc sur la partie wallonne, sur la Belgique. Donc tous les contacts, vous allez les retrouver sur le site hein, transagroforest.eu. On va mettre aussi les webinaires, donc alors à la fois les vidéos, les films hein, sur les exploitations agricoles, avec notamment les montages d'interviews des agriculteurs, donc vous n'avez pas vu pour ce troisième webinaire. Mais aussi effectivement les PowerPoint. Donc tout ça sera retrouvé effectivement sur le site transagroforest.eu. J'essaie de répondre aux différentes questions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'issue du webinaire par mail. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus, et puis évidemment si vous voulez pourquoi pas étudier un projet agroforestier, on est là aussi pour vous accompagner là-dessus. Donc, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre du chat. Donc, pourquoi faire du merisier en sachant que le noyer vaut bien plus? Alors ça me fait mettre un petit bémol par rapport à la présentation que vous avez vue, hein, les estimations de croissance des arbres en agroforesterie. Donc, on considère, et pour l'instant c'est quand même ce qu'on commence à mesurer, que les arbres vont croître peut-être moins haut parce qu'ils sont soumis effectivement au vent. Par contre, la production en biomasse, elle est plutôt en volume, donc plutôt dans la grume, avec des diamètres effectivement qui sont importants. Voilà, les estimations là qui étaient dans le PowerPoint pour le noyer sont quand même optimistes. Les valorisations économiques aussi peut-être. Alors ça, la valorisation économique, c'est un pari sur l'avenir. Hein. Le prix des bois, il fluctue. Les goûts aussi des consommateurs fluctuent. Donc des essences qui étaient recherchées comme le merisier il y a peut-être quelques dizaines d'années le sont beaucoup moins maintenant. Quid des goûts des consommateurs dans 40 ans, 50 ans, 80 ans? On ne sait pas trop. Donc on diversifie aussi parce qu'on diversifie les essences aussi pour des intérêts, on va dire, paysagers et biodiversité, pour les auxiliaires, les pollinisateurs, etc. Mais aussi parce qu'on ne connaît pas forcément les ravageurs hein, qui peuvent arriver, les maladies, etc. dans le futur. Donc si on met tous les œufs dans le même panier, ben, soit on a beaucoup de chance économiquement et puis sanitairement, soit on n'a pas du tout de chance. Donc, ça des paris quand même qui sont risqués sur le moyen long terme. Donc, il vaut mieux diversifier. Production de bois, donc plaquettes lors de l'élagage. L'élagage, globalement, on enlève quand même très peu, hein, très peu de volume sur les arbres, sinon on les stresserait. Donc là, voilà, effectivement, c'est une production de bois qui est très complémentaire. Maintenant, faire de la plaquette que pour quelques arbres élagués, pourquoi pas, hein, mais économiquement, ça risque de pas forcément effectivement être très réaliste. Mais pourquoi pas? Après, il faut essayer de valoriser un maximum effectivement les productions directes, bien sûr, mais aussi indirectes des arbres en agroforesterie. Alors, question sur le fermage, donc ça c'est une question qui est importante. Hein, où est-ce que les agriculteurs plantent? Donc, un peu comme M. Gauthier là, dans l'exemple du webinaire, souvent les agriculteurs qui ont planté en agroforesterie, ils plantent souvent une ou deux parcelles, mais pas l'intégralité de l'exploitation agricole. Alors aussi parce que c'est quand même des techniques, en tout cas en agroforesterie, grande culture, bois d'œuvre, c'est des techniques qui sont quand même assez innovantes. Donc les agriculteurs, ils essayent hein, progressivement. Et puis il y a cette question du fermage. Donc c'est évidemment plus simple de planter quand l'agriculteur il est propriétaire de la parcelle. Mais en majorité, ce n'est pas le cas en Hauts-de-France et ce n'est pas le cas au niveau national non plus.
Donc, on peut toujours effectivement planter chez un autre propriétaire. Après, il faut évidemment l'accord écrit de ce propriétaire. Et puis, il faut se poser la question par rapport au niveau des baux, de savoir à qui appartiendra l'arbre à l'issue effectivement du bail. Donc ça, il y a des façons de rédiger effectivement des clauses au niveau des baux si les propriétaires sont OK. Donc, ce n'est pas infaisable, mais c'est quand même, ça pose plus de questions effectivement de rédaction, des questions juridiques, éventuellement des questions d'impôt, de propriété des arbres, etc. Donc, ce n'est pas le plus simple ni pour l'agriculteur ni pour les conseillers, mais on peut avoir des solutions par rapport à ça. Et on a des agriculteurs qui ont négocié des baux pour dire qu'à l'issue effectivement du bail, s'il n'est pas renouvelé, les arbres appartiennent à l'agriculteur qui a planté. Voilà, donc ça c'est faisable, mais c'est évidemment effectivement plus compliqué. Question sur les bandes enherbées. Donc, alors les bandes enherbées, la largeur, plus ça va être large, hein, plus potentiellement c'est intéressant en termes d'environnement, de biodiversité. Évidemment, c'est une surface du coup qui est perdue directement pour la production agricole. Donc là, c'est négocié un petit peu au cas par cas en termes de largeur. La fauche, elle n'est pas forcément régulière, en tout cas pas forcément nécessaire chaque année. Tout va dépendre un petit peu du mélange qui est mis en place et puis de l'entretien effectivement qui est fait et est-ce qu'on contrôle ou pas des adventices, s'il y a des adventices ou pas qui sont présentes. Donc là, il faut bien réfléchir effectivement à la mise en place de son couvert enherbé, éventuellement d'autres espèces fleuries, pas uniquement des graminées. Ça peut être des légumineuses ou d'autres types de fleurs. Donc, bien réfléchir à l'implantation. En général, on implante la bande enherbée en fait avant de planter les arbres. C'est plus facile dans ce sens-là que de semer une fois que les arbres sont installés. C'est plus efficace aussi de semer à cette période-là actuellement, début septembre, donc en sortie d'été, début d'automne. Parce que le sol il est chaud, parce qu'en général il y a un petit peu d'eau quand même qui tombe et on constate qu'on a beaucoup moins de problèmes d'adventice que quand on fait un semis de printemps. Voilà. Après ça ne marche pas effectivement à tous les coups, mais en règle générale ça se passe bien et en règle générale il y a assez peu besoin d'intervention, en tout cas phyto effectivement, donc, sauf espèces vraiment indésirables et puis avec une pression réglementaire type chardon ou foie l'avoine chez nous, par exemple. Mais souvent, effectivement, une fois que la bande enherbée est installée, elle est bien couvrante, elle limite les problèmes. Voilà, j'en descends un peu sur le chat. Quelle question? Donc, les contacts ont été mis dans le chat. Donc, orientation des lignes d'arbres, effectivement, ça a été dit, je pense, dans le PowerPoint. Orientation plutôt nord-sud, donc ça limite les ombrages, effectivement, trop importants sur un côté des cultures. Et puis, ça tombe très bien, en tout cas chez nous, majoritairement, les vents, ils sont d'ouest, venant effectivement venant de la mer. Donc là, on a un effet brise-vent qui est excellent, optimisé. Et puis, de temps en temps, on a des vents desséchants, effectivement, ou froids d'est. Donc là, on est très bien par rapport à ça. Alors, question des écotypes d'indigénat. Alors, j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, mais je pense que, alors, sous réserve de ne pas être contredit par les collègues wallons, mais je pense que voilà, si vous n'avez pas de plan en Wallonie, passer la frontière, c'est le sens du projet Interreg aussi, passer effectivement la frontière et puis avoir des plans de végétal local nord de la France, c'est à mon avis effectivement beaucoup mieux que d'avoir des plans de provenance, on va dire, exotiques, et qui des fois viennent de très loin. Alors, choix des essences en agroforesterie, effectivement, par rapport au réchauffement climatique, donc ça, c'est des questions qu'on se pose depuis déjà longtemps, que les collègues de la forêt se posent aussi effectivement depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on préconisait plus effectivement de planter du hêtre en forêt, mais c'est aussi valable en agroforesterie.
Donc, il y a la question de l'indigénat des plants. Hein, voilà, quand on peut avoir du plan végétal local, c'est probablement mieux. On commence effectivement à se poser des questions sur utiliser des espèces qui sont peut-être plus du sud de la France éventuellement. Hein. On voit quand même la faune qui remonte assez vite vers le nord de l'Europe. Hein. Sur les oiseaux, c'est très très net, mais la flore aussi a tendance à remonter, des fois des ravageurs, etc. Donc là, il y a des réelles questions à se poser par rapport à ça. En tout cas, diversifier les projets, une fois encore, hein, pour les questions sanitaires, mais aussi pour des questions de changement climatique. Si vous misez que sur quelques espèces, vous prenez éventuellement des risques. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions qu'il y a dans le chat. Alors, ouais, question là qui vient de tomber sur la PAC et les DPB. Donc, l'agroforesterie, on est effectivement, c'est pas de la foresterie, on n'est pas en forêt, on est bien en agriculture. Alors, sous réserve donc, soit d'avoir des haies, et donc là, les haies sont complètement intégrées hein, dans les îles opaques, elles sont pas décomptées. Donc, à moins de faire, si ma mémoire est bonne, plus de 10 mètres de large, mais des plus de 10 mètres de large, ce ne sont plus vraiment des haies, c'est plutôt des bandes boisées. Voilà, et l'agroforesterie, on rentre complètement dans la PAC, dans les DPV. À partir du moment où on ne dépasse pas les 110 hectares, il n'y a aucun problème. Donc là, de temps en temps, effectivement, on regarde avec la calculatrice, mais les projets, on va dire, que nous, on recommande avec des écartements de lignes d'arbres tous les 30 entre 30 et 50 mètres, par 60 en général, c'est un peu ce qu'on a dans la région. Ça passe complètement. Donc les aides, elles sont disponibles. Hein, donc, alors moi, je connais plus le côté Hauts-de-France, le côté français, mais on a des taux d'aide publique à 80%, donc on n'aura jamais plus, effectivement. Par rapport à ça, voilà, ça passe complètement. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des aides côté wallon, donc, que je connais moins bien, mais il y a des aides qui sont disponibles. Bon, il y a des déclarations là actuellement hein, de part et d'autre de la frontière hein, de relancer effectivement des programmes de plantation et tout ce qui est agroécologie. Donc, on a effectivement des aides par rapport à ça. On est là pour vous accompagner aussi bien en conseil technique qu'en montage de dossiers effectivement financiers. Hein. Voilà, taux d'aide 80%, on n'aura jamais plus hein, sur les aides publiques. Donc les haies basses taillées, la plantation en tout cas de haies basses effectivement est éligible. Hein. On va bientôt être coupé normalement dans une minute. Donc n'hésitez pas à prendre les contacts, à nous retrouver sur transagroforest.eu. Vous avez un 4e webinaire qui est programmé donc lundi. Voilà, et de toute façon, on est là en contact hein, sur le site transagroforest.eu, je le répète une dernière fois, pour vous accompagner dans les suites. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis on va être coupé d'un instant à l'autre, je pense.